Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. En 1964, j'avais 20 ans, j'étais fonctionnaire des douanes et nous étions envoyés en mission à Mururoa. Mururoa, c'était un petit coin de paradis, comme tous les atolls d'ailleurs de nos îles. Et on y allait également pour faire la pêche, parce qu'on aime tous la pêche. Et à chaque retour, c'est un régal de pouvoir manger le poisson frais, puis tout ce qu'on peut trouver comme fruits de mer du côté de Mururoa qu'on pouvait ramasser facilement. Et donc, à partir de ces années-là, le centre d'expérimentation est arrivé chez nous dans les années 63. Il y avait tous ces grands travaux d'infrastructure qui ont du jour au lendemain bouleversé la vie de notre pays. Les quais de Papeete se construisaient, l'aéroport venait de s'ouvrir et puis, comme avait annoncé le général de Gaulle lors de son dernier passage ici, tout se mettait en place pour les essais, pour le centre d'expérimentation du Pacifique. Et les premiers essais atmosphériques ont eu lieu en 1966. Là, à partir de ce moment-là, beaucoup de gens se posaient des questions. Il y a eu des manifestations contre l'implantation du centre d'expérimentation ici, mais il n'y avait pas les moyens, les médias comme nous le voyons aujourd'hui pour informer la population, toute la population. Il n'y a jamais eu, pour ainsi dire, d'informations dignes de ce nom. Et en 1966, je crois en juillet 1966, ont eu lieu les premiers essais atmosphériques. Et à partir de cette année-là, nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous allions à Mururoa, on avait droit à un dosimètre. Et au moment du départ, on nous interdisait les appareils de photo et au moment du départ, on nous ramassait tout ça. On ne savait pas quelle est la suite de tout ça. On y allait pour faire le travail de dédouanement en tant qu'agent des douanes, des bateaux de la messagerie maritime qui arrivaient directement de France, ou alors des avions également qui venaient directement, que ce soit les avions militaires ou les avions qui font des vols commerciaux. Et en 1976, il y a eu des tirs et lorsque nous sommes retournés sur cet atoll, nous avons fait plusieurs voyages. Je ne peux pas vous dire exactement combien de voyages, mais cette année-là, il y avait des panneaux partout, dans le lagon de Mururoa, dans la cocoterie, qui interdisait à tout le monde de boire l'eau de coco et d'aller à la pêche. Là, franchement, on s'est posé des questions. Parce que nous interdire de boire l'eau de coco ou d'aller pêcher, c'est impensable. Le poisson, on le mange
Ça fait partie de nos plats quotidiens. Alors, des dockers, des ouvriers n'ont pas fait attention à ça. Ils sont quand même allés à la pêche. Et on les a retrouvés dans un état piteux. J'en ai vu personnellement. Et ils ont été directement acheminés sur Paris pour être ramenés ici à Tahiti dans un cercueil. Et là, en tant que représentant du syndicat, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas laisser faire ça. Nous sommes revenus en Tahiti et j'ai adressé directement une lettre au chef du service des douanes pour lui dire que dorénavant, nous refusons d'aller en mission à Mururoa à cause de tout ce que nous avons vu et vécu là-bas. Que nous avions des enfants et tout ça et que c'est pas normal d'envoyer des gens en mission à Mururoa dans un atoll qui est contaminé, puisque les panneaux indiquaient clairement zone très contaminée, interdiction de consommer du poisson et de boire de l'eau de coco. Et puis on voyait la cocoterie jaunir complètement, plus de noix de coco, plus rien. Et j'ai été très surpris en 24 heures d'avoir une réponse du directeur du service des douanes disant « Ok, c'est fini, on ne vous envoie plus personne n'ira à Mururoa ». Et cette époque-là, cette année-là, les Nouvelles Hébrides n'étaient pas encore indépendantes, le Vanuatu. Alors ils ont fait venir des agents du Vanuatu, des métropolitains, pour faire le boulot. Et donc on n'y allait plus. Et puis, ça s'est su. J'ai reçu des invitations pour aller parler de ça, en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Japon. J'ai reçu une invitation pour participer à une conférence qui était organisée en Micronésie, à Ponape exactement. Une conférence organisée par les églises, toutes les églises du Pacifique, dont les thèmes principaux étaient une Pacifique dénucléarisée et indépendante. Nuclear Free and Independent Pacific. J'ai donc participé à ce forum, à cette conférence des églises. Et là, nous avons rencontré également des représentants du Japon, d'Hiroshima, Nagasaki, qui sont venus également pour parler de leur expérience suite à ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Et m'ont invité à aller au Japon, voir également ce qui s'est passé chez eux. Si vous voulez, c'est à partir de ce moment-là que les liens se sont tissés à travers le monde, avec tous ceux qui militaient contre cette arme terrible que la bombe. Et alors, à partir de ce moment-là, en 1976, on s'est dit la seule façon d'arrêter ça, c'est de nous organiser. Et puis des propositions ont été faites pour monter un mouvement politique pour dénoncer ça. Et ça a été fait en 1976. Et à la suite de cette conférence, des décisions avaient été prises d'organiser des manifestations antinucléaires tous les ans, la première semaine de mars, pour rappeler également ce que les Américains ont fait à Bikini. Ce qui fait que de 1976 jusqu'en 1995, tous les ans, on organisait une manifestation antinucléaire ici. Ici, nous sommes allés manifester également jusqu'au Kazakhstan, en Russie, à l'époque du bloc soviétique. En France, à Taverny, nous avons organisé une manifestation là où on appuie sur les boutons en cas de guerre nucléaire. Et il y avait plusieurs maires qui nous ont soutenus lors de cette manifestation. Je pense que la plupart, c'était des maires de gauche, des communistes et tout ça, mais ils étaient là, ils étaient d'accord avec nous. Et donc, il fallait informer cette population. Ah, c'est pas facile.
À la première manifestation, on était peut-être une vingtaine de personnes à dénoncer ça, à demander à la France d'arrêter ça. C'est pas évident. Et puis bon, on a continué. On a continué à informer toute la population. Nous ne sommes pas des scientifiques. Et à chaque fois qu'on dénonçait, qu'on disait ce qui s'est passé là-bas, ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, nous sommes les témoins de ce qui s'est passé sur cet atoll. Je suis même allé voir Monseigneur Michel Copenrad, qui est décédé, paix à son âme. Et sa réponse m'a beaucoup surpris. Beaucoup surpris. Il dit, Oscar, le jour où tu m'amèneras quelqu'un dans un cercueil contaminé, ce jour-là, je vous croirai. En tant que catholique, c'est un choc. Donc, on nageait contre courant. Le CEP faisait vivre plusieurs milliers de familles. Parce que tout le monde nous disait, mais comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces gens-là qui travaillent sur l'atoll de Mururoa? Le pays va tomber, ça va être le chaos. Et vraiment, l'opinion publique ne suivait pas, quoi. À chaque manifestation, on prenait des risques énormes. Bon, il y a eu des manifestations qui ont dérapé, hein, comme celle de 1995, par exemple, où la ville a été brûlée, l'aéroport a été incendié, où cette manifestation, il y avait des représentants qui sont arrivés de France, des élus des pays de la région, des étudiants japonais qui sont arrivés là également. C'est une manifestation qui a rassemblé beaucoup de monde. Les églises également ont marqué également leur opposition très nette, surtout l'église protestante. Il y a même eu une délégation avec le président de l'église en tête qui est allé voir Jacques Chirac. Ça, c'était en 1995 pour demander de ne plus reprendre ces chaînes. Et puis, est arrivé ce qui est arrivé. Moins de 24 heures après le tir nucléaire de Mururoa, quelques dizaines de manifestants trompent la vigilance policière et occupent symboliquement le tarmac de l'aéroport de Papeete. Nous sommes un groupe pacifiste. La paix sera pourtant très éphémère. Les protestataires ont une obsession, empêcher par tous les moyens le président du gouvernement territorial, Gaston Flosse, de regagner Paris comme prévu au lendemain de l'essai. Une violence inouïe s'exerce alors contre les forces de l'ordre. Ce qui s'est passé en 1995 n'était pas programmé. N'était pas programmé. Bon, il y avait cette manifestation pacifique. Et avec la participation des élus de plusieurs pays, notamment les pays de la région. Et au dernier moment, c'était un dimanche, c'est un jour que nous respectons tous. Les catholiques, les protestants, tout ça, tout ce monde-là vont à l'église et c'est dans l'église qu'on a appris que... Et là, pour tout le monde, ça a été, je dirais, comme une façon vraiment de nous mépriser. De nous mépriser. Et à partir de ce moment-là, les manifestants en ont voulu aux dirigeants du pays. Puisque c'est ce qui s'est passé. Surtout les mamans, les femmes ont appris que M. Flosse était dans un avion qui allait partir. Et ils se sont dit, il faut que nous allions le voir pour lui demander des comptes. Et elles sont parties sur la piste. Et puis, cette piste était gardée par les gardes mobiles. Il y a eu
ce qui s'est passé. Mais ce n'était pas quelque chose qui était programmé pour que ça se passe comme ça. Je pense que nous avions fait ce que nous avions fait toutes les années passées. Organiser une manifestation dans un petit patelin comme chez nous, c'est pas facile. C'est pas facile. Pas facile. Il faut faire une déclaration de manifestation. Ensuite, organiser des réunions pour attirer du monde et expliquer le pourquoi de cette manifestation et ce que nous souhaitons pour notre pays. Mais on le faisait par respect pour la résolution qui a été prise lors de la conférence des églises du Pacifique. Ce qui fait que, je pense, un peu partout dans le Pacifique, on organisait ces manifestations. Et pour dire également, surtout, dire au monde entier que nous sommes un peuple pacifique. Et que nous voulons que le Pacifique reste le Pacifique. Un havre de paix. Et tout ce qui s'est passé, c'est bien de la faute de l'État. De l'État et de tous ceux qui soutenaient cette politique de l'État. Le 23 octobre 87, c'est une date que je n'oublierai jamais. Il y a eu une manifestation des dockers qui a dégénéré, puisque à l'époque du gouvernement de M. Jackie Tewira, qui avait remplacé M. Floss, ils avaient signé un protocole d'accord pour tous les dockers qui allaient sur Moruroa. Et bon, on était deux élus à l'Assemblée territoriale, M. James Salmon et moi-même, mais tout le monde savait qu'on les soutenait. Et cet après-midi-là, on m'appelle pour me dire que l'armée allait descendre sur les quais de Papeete. Il fallait venir voir, bon, des infos, des rumeurs. Je prends ma voiture, je descends, vers 17h. Là, ça canardait. Hein. Je me suis cru en Algérie. Là. Boum. On dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai continué pour aller jusqu'au pont de Fariouté. Et là, bon ben, il y avait un barrage des gardes mobiles, et puis bon, les gens balançaient des cailloux, tiraient de leur côté, et puis bon, et c'est là ça a commencé à cramer, quoi. Dans toute la ville, je suis revenu pour appeler Jean Juventin, qui était maire de Papeete. Et lorsque je suis revenu, je lui ai dit, bon ben ça s'est passé en quelques secondes. Je grimpe dans sa voiture, il avait son écharpe de maire, tout ça. Je me suis dit, je suis sauvé avec lui, je vais pouvoir rentrer là-dedans et puis aller rencontrer les collègues dockers et tout ça, qui revenaient de Moruroa. Et là, bon ben, il y a une grenade perdue qui est tombée sur un collègue, qui a aujourd'hui une jambe en moins. Bon, elle m'était destinée, cette grenade. Et nous sommes partis à l'intérieur et... à 2h du matin, on est venu nous faire des sommations pour nous dire qu'il fallait dégager de là, sinon on allait nous tirer dessus, quoi. Bon, on sort de là, on vient me dire, je sais pas, c'est un inspecteur des renseignements généraux, de la DST, pour nous dire qu'on nous attendait à RFO pour faire une déclaration, qu'il fallait monter dans sa voiture, accompagné des mouteux de chez nous, les policiers de chez nous. J'étais un peu étonné. Et là, je lui dis, est-ce que vous avez une réquisition du procureur? Il me dit, non, non, vous me suivez. Je lui dis, non, je ne vous suis pas. Je retourne dans le bureau de M. Quito Brown Ortega pour téléphoner à RFO. Et je tombe sur le gardien de nuit qui me dit, non, il n'y a personne ici qui vous attend. Le service espionnage français me suivait, quoi. Le bateau, le Rainbow Warrior qui a été coulé, c'est notre bateau. Et quand Greenpeace m'a appelé pour me dire qu'on vient de couler le bateau, puisque le bateau devait venir sur les îles Cook, où on devait embarquer des pirogues pour ensuite aller manifester sur Moruroa. On allait nous décharger, quoi, avec les pirogues, on devait ramer à l'intérieur pour aller... manifester et essayer d'arrêter les essais, quoi. Bon, les courriers ont été saisis par la DST. C'est comme ça qu'on a su
que ce bateau, le Rainbow Warrior, allait venir nous chercher. Et ça s'est avéré exact. Ah quoi. Ah oui, c'était vraiment très dangereux, très risqué, très risqué. Mais heureusement que des hommes se sont levés et ont continué à manifester. Je pense que M. Kouana, ici, a fait de la prison pour ça. Parce qu'il fallait le sortir, le dégager d'ici. C'était un empêcheur de tourner en rond. Voilà le vrai motif pourquoi on l'a mis en prison. Mais bon, bien sûr, avec aussi le soutien des partis politiques qui soutenaient cette politique, quoi. On ne peut pas parler des essais nucléaires également sans parler de M. et Mme Bengt Danielsson, qui ont vraiment utiliser beaucoup de leur temps pour informer cette population, informer les politiques, informer les représentants de l'Église, qui ont fait des conférences un peu partout dans le monde pour parler de tout ce qui s'est passé ici. Mais malheureusement, ils sont partis tous les deux comme ça, sans nous dire au revoir, quoi. Vraiment, on leur doit beaucoup. Bien sûr, les représentants de l'Église aussi. Ben, je veux remercier M. Barrio aussi ici pour l'énorme travail qu'il fait pour informer nos populations. Mais l'arrivée du centre d'expérimentation chez nous a vraiment marqué l'histoire de notre pays. Et avec du recul, on s'est dit, quand on me parle de Gaulle aujourd'hui, je dis, mais c'est un criminel. C'est pas possible qu'il n'ait pas prévu ça. Puisqu'il a fallu des années, ce n'est que depuis l'année dernière, que le seul témoin encore vivant accepte de témoigner ce qui s'est passé à l'époque. M. Jacques Denis Drolet a fait une interview, dit qu'il a été reçu par De Gaulle, il a aujourd'hui plus de 90 ans, et que le général De Gaulle lui a dit, vous acceptez ça, ou alors on mettra en place un gouvernement militaire. Voilà. Voilà. Et désemparé, il est revenu ici, il a des cigolettes, c'est oui, ou alors ça sera un gouvernement militaire qui sera mis en place. Peut-être ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont vécu, il fallait prendre une décision pour que nous ne soyons plus jamais attaqués par telle ou telle nation. Il fallait être en possession de l'arme nucléaire. Pas plus. Parce qu'aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce qu'un jour on pourra utiliser cette arme-là? Nous disons non, puisque les plus grands chefs d'État aujourd'hui commencent à se poser cette question-là, alors qu'il y a tant de choses à faire dans ce monde. Des millions et des millions de personnes meurent de faim. Et des milliards ont été dépensés pour ça. Est-ce que ça valait le coup? Quand on voit les problèmes qu'il y a en France même aujourd'hui, est-ce que les Français, la grande majorité des Français savent ce qui a été dépensé? Nous avons vu à Moruro des cargos entiers, des tonnes et des tonnes de ciment à la mer, parce que le cargo a essuyé une tempête, le ciment est mouillé, tout ça à la baille. Des voitures, allez, le gaspillage, c'est incroyable. Incroyable. On a construit des pistes, des quais, un peu partout ici, pour ça. Aujourd'hui, on demande à construire une piste aux Marquises pour une deuxième ouverture sur le monde. Oh là là, mon Dieu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fera le jour, mais c'est immense. Quand on a fait les pistes à Aho, Mururoa, tout ça et tout, des milliards pour cette arme-là, pour être en possession de cette arme. C'est fou, quoi, c'est la folie. Hein. Alors, quand j'entends parler de la loi Morin, qu'il fallait prouver scientifiquement ceci ou cela, je me dis non. La France doit adopter une position politique. Puisque c'est une décision politique qui a été prise après l'indépendance de l'Algérie de faire les essais nucléaires chez nous.
Et l'arrivée du centre d'expérimentation du Pacifique chez nous a bouleversé tout un mode de vie. Nos populations qui vivaient dans les archipels, que ce soit aux Marquises, aux Australes, aux Tuamotu, aux îles sous le vent, vivaient de leur mode de vie traditionnel, de la pêche, de la plantation et tout ça. C'était une qualité de la vie, je pense, qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs. Et l'arrivée du centre d'expérimentation vraiment a tout bouleversé. Des milliards ont été injectés dans ce pays. Mais qui a profité à qui? On les connaît. Et aujourd'hui, quand on parle des problèmes sociaux de ce pays, allez dans tous les quartiers, à Faa, par exemple, la plupart des familles qui ont des problèmes sont tous des gens qui sont venus des îles. Les gens de Faa, moi je suis originaire de Faa, je suis né à Faa même, nous sommes propriétaires terriens à Faa, nous n'avons pas de problème. Ce sont ces familles-là qui sont venues s'installer, qui sont toujours dans la précarité. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qui est à l'origine de tous ces problèmes-là? C'est bien cette décision politique de venir faire ces essais nucléaires chez nous qui ont créé des emplois, mais des emplois fictifs, puisque ça a duré un temps. Et aujourd'hui, il y a des responsabilités à assumer. Et là, nous disons que les 18 milliards de la DGDE, c'est une goutte d'eau. Quand on voit tous les problèmes qu'il y a dans ce pays. Et pourtant, ce pays ne manque pas de ressources. Il y a des investissements à faire dans ce pays. Et on sent qu'il y a beaucoup moins d'intérêt à ce que nous voyions il y a plusieurs décennies. Et ça, on savait très bien que c'était à cause des essais nucléaires. Je crois que la politique de l'État à cette époque-là, c'est pas de vague, pourvu qu'on puisse continuer à faire des essais nucléaires à Mururoa et à Fangatofa. Parce que les pays de la région manifestaient aussi leur opposition à la continuation de ces essais chez nous souterrains. Parce qu'en 1976, suite à l'embargo organisé par tous les syndicats, surtout australiens, je crois que c'était à l'époque de M. Giscard d'Estaing, on avait décidé d'arrêter les essais atmosphériques et de faire des essais souterrains. Ce qui est aussi néfaste. Puisque là, aujourd'hui, nous savons très très bien, il paraît qu'il y a un endroit qui s'appelle Oscar, à Mururoa, où on a stocké des tonnes de déchets radioactifs. C'est indigne d'un grand pays comme la France. Away, away.